Masechet Shkalim, résumé du Daf Kaf Aleph. La Gemara ici parle du Kohen Gadol qui est mort. Et le Kohen Gadol, il avait un korban mincha, une offrande de farine à faire tous les jours, un isaron, une mesure d'un dixième de efa. Il a partagé en général moitié le matin, moitié l'après-midi. Mais là, quand il est mort, déjà avant de savoir comment le faire, il y a déjà une question de savoir qui c'est qui amène. Qui c'est qui doit faire le korban en question. Et la Gemara dit en réalité, ce ne sont pas ces héritiers qui doivent le faire, mais on apprend des psukim que ça doit venir, selon Rabbi Shimon, ça doit venir sur le compte de la Tourmat Alishka, donc sur le compte du Machatit HaShekel de tout le monde, de tout Israël. Tout le monde doit participer à ce korban qui en principe ne devait être fait que par le Kohen Gadol. La Gemara ici dit, on a vu donc quand le Kohen Gadol est mort, on l'a fait tout entière le matin, et pas moitié-moitié. La question se pose, est-ce qu'il faut la refaire l'après-midi ou pas? Deuxième question, est-ce qu'il faut doubler aussi la quantité d'huile qui vient avec la farine? Donc on ferait 3 lougines le matin et encore une fois 3 lougines l'après-midi, alors qu'en général 3 lougines sont suffisants pour la mincha, pour toute la mincha du Kohen Gadol. Ici où elle a été doublée, peut-être qu'on devrait doubler aussi les mesures d'huile. Et troisième question, le kometz, en général il est fait le matin, un kometz, donc une poignée de farine le matin, une poignée de farine l'après-midi. Ici, est-ce qu'il faudra faire 2 poignées le matin, 2 kumtin le matin et 2 kumtin l'après-midi? Parce que, comme on a dit, ça a été doublé. La Gemara ne résout pas vraiment ces 3 questions-là. La Gemara ensuite reprend l'histoire de la cendre de la vache rousse. On a vu dans la Mishnah que le Bedin a institué qu'il n'y ait pas de me'ila. Celui qui en profite n'a pas profité de manière interdite du Ekdesh. On peut profiter, autrement dit, de la cendre. La Gemara dit qu'en principe de la Torah, c'est permis d'en profiter. Ensuite, les Chachamim ont vu que les gens, ils ne respectaient pas vraiment la Kedusha de cette cendre-là. Donc les Chachamim ont décidé d'interdire d'en profiter, de dire que c'est une meïla, c'est comme profiter du Ekdesh. Une fois que les gens se sont habitués de s'en séparer, alors ils ont enlevé cette interdiction-là, enfin, ils ont réenlevé leur takana en disant que celui qui en profite n'a pas fait de meïla. La Gemara ensuite dit, on a vu dans la Mishnah encore, que le Bedin, en réalité, c'est-à-dire la personne qui s'engage à donner les volailles des korbanot de l'année au Beth Amikdash, il doit compléter même quand il y a un problème de psoul sur une volaille. Et la Gemara dit de même si ça a été perdu ou qu'on a un doute sur l'argent, si c'est de l'argent qui est sorti de la boîte des holot ou de la boîte de khatat de volaille. Donc, dans le doute, on fait passer côté Ola, mais la personne qui s'engage à donner les volailles a l'obligation de remplacer ça de manière à ce que la khatat soit faite pour purifier la personne qui devait amener cette khatat-là. On commence maintenant le 8e perek de Masechet Shkalim. Ici, la Mishnah traite donc la krachad qui se trouve dans la ville de Yerushalayim. Est-ce qu'on craint que ça vienne d'un homme tamé, un zav, une zava, et donc ça a de la touma ou pas? Et la Mishnah nous dit qu'on va selon la majorité, donc c'est tahor, sauf sur la rue d'en haut où il y avait là-bas des goïms, il y avait une laverie en fait là-bas, de goïms, et donc on craint là-bas la touma, selon Rabbi Meir. Rabbi Yossi dit non, c'est pas ça dépend en réalité de quel jour il s'agit. En principe, dans toute l'année, ce qui est au centre de la rue est tamé, parce que la majorité des gens qui fréquentent les rues sont tmeim, et sur les côtés de la rue, c'est tahor, parce que les théorim se poussent des côtés, et eux font attention de ne pas devenir tamés, ils éloignent les gens du milieu, ne vous approchez pas de nous, nous sommes théorim. Tandis que pendant les jours de fête, c'est le contraire. Au centre, puisqu'il y a une grande majorité de théorim, tout le monde se purifie pour la fête. Donc au centre, ce qui se trouve au centre de la rue, au milieu de la rue, c'est tahor, et ce qui se trouve sur les côtés est tamé, parce que là c'est le contraire. Les théorim, ils marchent tranquillement au milieu, et les tmeim, c'est eux qui s'éloignent en disant à ceux du milieu, attention, nous sommes tmeim, ne vous approchez pas. De même dit la Mishnah, tous les objets, les kelim qui se trouvent dans la ville de Yerushalayim, ils sont théorim, on les trouve, on ne sait pas ce qu'ils sont, en principe on considère qu'ils sont théorim, à l'exception de ce qui était trouvé en chemin, dans la pente qui descend vers le mikvé de kelim, le mikvé de vaisselle. Là-bas, on suppose que les kelim qui se trouvent là-bas étaient en chemin pour les tremper au mikvé parce qu'ils étaient tmeim. Mais sinon,
ce qui se trouve dans la pente qui remonte du mikvé qui n'était pas la même, c'est pas le même, on ne remontait pas par là, on descendait. Donc ce qui se trouve là-bas ou dans le reste de la ville est tahor selon Rabbi Meir. Rabbi aussi dit tout est tamé, sauf les kélim qui nous servent qui servaient en fait pour les morts, eux sont tmeim. Maintenant, la Mishnah dit qu'est-ce qui se passe avec le couteau de Shrita qui a été trouvé dans la ville de Yerushalayim. Est-ce que je peux supposer qu'il est tahor ou pas? Le 14 Nissan, il est tahor. Le 13 Nissan, il faut le retremper. Par contre, un couteau qui ne sert pas pour la Shrita, mais plutôt pour casser les os de la bête, donc puisque le 14 Nissan, il n'y a pas d'os à casser, et que c'est pas un couteau qui sert en principe pour la Shrita, donc il n'y avait pas de raison de le purifier pour le 14 Nissan, je crains le 14 Nissan qu'il est encore tamé, il faut le tremper. Si par contre le 14 Nissan est tombé Shabbat, tout a été déjà trempé la veille, parce que Shabbat on n'a pas le droit de tremper, donc tout est à hors le 14 Nissan, de même le 15 Nissan en jour de pas de Shabbat, de Chol, puisque c'est Yom Tov, tout a déjà été purifié la veille, de manière à pouvoir les utiliser pour toute la viande qui vient pendant Yom Tov. Donc ce qui se trouve ce jour-là est à hors. Si maintenant on a trouvé les deux sortes de couteaux à un côté de l'autre, le couteau qui casse les os et le couteau qui fait la shrita, eh bien, on dira que, de même que le couteau de shrita est hors le 14 Nissan, le deuxième aussi il est hors le 14 Nissan, mais la Gemara va ramener une braïta contre ça qui dira le contraire. De même que le couteau qui ne sert pas pour la shrita est tamé, encore le 14 Nissan il faut le tremper, de la même manière le couteau de shrita est considéré encore comme tamé puisqu'il est attaché à l'autre couteau, qui lui n'est pas forcément hors le 14 Nissan. La Gemara maintenant rentre dans un long sujet, à savoir, est-ce que le sang d'une nevela a de la touma ou pas? La Gemara dit jusqu'à un révit, c'est clair qu'il n'y a pas de touma. Pour le sang d'une nevela, d'un âne mort par exemple, son sang jusqu'à un révit, qui est la quantité comme un verre de kidouche, donc 15 centilitres disons, ou même moins que ça, 87, jusqu'à cette quantité-là, ça n'a pas de touma. Mais au-delà de cette quantité, la Gemara ramène tout un raisonnement. Finalement, ça reste une marloquette. Est-ce qu'il y a 8 de la touma ou il n'y a pas du tout de touma, même plus qu'un révit, serait tahor? La Gemara ensuite retrouve l'histoire des rues de Yerushalayim, comme on a expliqué. Est-ce qu'on craint la touma sur la kracha qui se trouve là-bas? Passons à la Mishnah suivante. Donc plus ou moins c'est comme on l'a déjà expliqué dans la Mishnah. Passons maintenant à la Mishnah suivante. La Mishnah raconte qu'il y avait le rideau, la parochet, qui servait à séparer entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Et en principe, ou celle-là, ou un autre rideau, une autre parochet. Si elle est devenue tamée par un Vladatuma, un descendant de la Touma, alors c'est pas tamé minatora, et donc on la trempe dans la Hazara, on n'a pas besoin de sortir le rideau, la parochet, et on la suspend tout de suite à sa place. On n'attend pas jusqu'au soir que ça se termine de se purifier. Si par contre c'est devenu tamé par un avatuma, qui est une tuma minatora, donc le rideau est tamé minatora, dans ce cas-là on est obligé de sortir, de le tremper à l'extérieur, et on le laisse à l'extérieur aussi jusqu'au soir. Si c'est un nouveau rideau, on le met à un endroit qui est vu par tout le monde sur les toits des estrades du Harabait, de manière à ce que tout le monde voit le joli rideau, que les gens comprennent que leur argent est investi dans de bonnes choses. La Gemara dit encore, l'épaisseur de la parochet faisait un tefar, donc 8 cm, et c'était fait de 72 anneaux dans lesquels on rentrait les fils. Chaque fil était multiplié par 24 parce qu'il y avait 4 espèces, et chacune de ces espèces-là avait 6 fils, donc et tout ça était filé en un fil, bien épais. Sa longueur 40 amot, comme la hauteur du Echal, sa largeur 20 amot, et c'était fait par 820 000 fils, ou bien c'est son prix qui valait 820 000 dinarim. On en faisait 2 par année. 300 kohanim devaient la tremper tellement au mikvé en cas de touma, tellement c'était lourd. La Gemara ramène maintenant plusieurs avis à propos du nombre de fils qu'il y avait, qu'il fallait multiplier chaque fil. Donc la Torah, il est bien clair, elle nous dit qu'il y avait 4 espèces dans la parochet. Donc un fil de 3 en laine, 1 en lin, 3 couleurs en laine et une couleur et un fil de lin. Et la Gemara elle apprend des psukim, soit que chaque fil était donc multiplié 4 fois 6, 24, soit
en tout, pas 24, mais 32, soit même on arrive à 48 selon les drachas différentes, selon les différentes braïtot. La Gemara dit encore une marloquette à propos de la différence entre la parochet qui distinguait, qui venait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, et la parochet qui était à l'entrée du Mishkan. La parochet qui était à l'entrée du Mishkan, c'est écrit dessus Maser Choshev dans la Torah. Maser Choshev, ça veut dire que c'était brodé d'une autre manière que la parochet qui était entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, sur laquelle il est écrit Maser Rokem. La Gemara dit que la différence, elle est que dans un cas, Maser Rokem, c'était brodé que d'une seule forme, une seule image. Donc, soit d'un côté il y avait une image, de l'autre côté il n'y avait rien, soit des deux côtés c'était la même, c'était une forme de lion. Et tandis que, et ça c'était ça c'était à l'entrée du Mishkan. Par contre, celle qui était entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, cette parochet là s'écrit là-bas, Maaser Choshev. Donc il y avait là-bas deux formes, un lion et un aigle. La Gemara dit à propos de ce qu'on a dit, qu'elle était trempée, la parochet tellement elle est tout lourde par 300 Kohanim. La Gemara dit c'est une exagération, c'est pas qu'il fallait vraiment 300 Kohanim pour la tremper. C'était exagéré, mais ça veut dire qu'il fallait beaucoup de Kohanim. De même dit la Gemara, quand on dit que sur le Misbéach il y avait une quantité énorme de cendres qui arrivait jusqu'à des fois 300 cours, qui est une mesure énorme de cendres, la Gemara dit à nouveau, c'est une exagération, c'est pour dire qu'il y avait vraiment beaucoup de cendres des korbanot à ces occasions-là, mais pas que c'était vraiment 300 cours.